Chers auditeurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons parler de la France et de l'islam. En aucun cas, il ne s'agit ici d'insulter ou d'humilier les musulmans, de se battre pour Israël ou de vous faire du Zemmour, ce sinistre personnage qui vend du patriotisme comme il vendrait des pantalons à une jambe. Je suis en compagnie d'Hildegarde. Hildegarde, bonjour. Bonjour NVV. Pour dresser le tableau, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. 21,6% des enfants nés en France en 2019 ont reçu un prénom arabe. 73% des musulmans en France comprennent l'indignation des musulmans, en général, suite à la publication des caricatures du prophète de l'islam par Charlie Hebdo. 66% des musulmans en France estiment qu'il est justifié de poursuivre en justice les blasphémateurs et 40% que l'islam prévaut sur la loi républicaine. Enfin, 74% des jeunes musulmans assurent préférer la loi islamique à la loi républicaine et 33% des 15-17 ans ne condamnent pas l'exécution des blasphémateurs en 2020 contre 4% en 2016. Plus le temps passe, plus cette population devient séditieuse. Nous savons aussi que le peuple historique de France sera devenu minoritaire sur son propre sol d'ici 2050. Hildegarde, ces dynamiques pourront-elles à terme poser des problèmes ? Évidemment. Et là, on voit que la réalité dépasse les théories du complot. C'est-à-dire que parler aujourd'hui du grand remplacement comme étant un fantasme de l'extrême droite, ça me paraît être complètement déphasé par rapport à la réalité. Il suffit de se balader dans certains quartiers de Paris comme Barbès, le 19e arrondissement, etc. pour se rendre compte de la réalité qui est aujourd'hui telle qu'elle est. Il faut prendre acte de cette réalité et les chiffres que tu viens de mentionner ne sont pas du tout affaire de complot. Encore une fois, c'est des chiffres qui sont complètement vérifiables par vous-même sur Internet. Donc le grand remplacement n'est pas un fantasme de l'extrême droite, c'est une réalité. Donc notre inquiétude est légitime, c'est-à-dire que le fait est que l'islam progresse en France, que l'islam qu'il progresse en plus n'est pas un islam apaisé qui était celui des premières générations qui sont arrivées dans les années 60 et 70 en France. Plus le temps passe, plus effectivement la France n'ayant rien à proposer, n'ayant aucune culture, n'ayant aucun enracinement à proposer à ces jeunes, eh bien ces jeunes se réfugient dans leur religion qui est aussi une culture, nous allons en parler, pour effectivement se trouver une identité et pouvoir l'affirmer devant une France qui n'a rien à proposer, si ce n'est que du vide et de la laïcité. La laïcité étant un vide. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui face à une situation qui est très préoccupante. C'est notre droit le plus strict de s'inquiéter d'une montée de l'islam et du grand remplacement. Bien au contraire, puisque c'est normal de vouloir avoir une continuité historique avec nos ancêtres. Il est normal aussi d'avoir des enfants qui nous ressemblent et dans une culture qui est en continuité avec celle que nous avons actuellement. Donc tout cela est légitime. Et à partir de cela, nous voulons effectivement, tout au long de cette émission, analyser la situation et proposer aussi des solutions puisque cette émission se veut pratique. Je rappelle un chiffre. 33% des 15-17 ans ne condamnent pas l'exécution des blasphémateurs en 2020 contre 4% en 2016. C'est-à-dire que les attentats islamiques qu'on a connus sur notre sol, qui n'ont pas fait tant de morts que ça, en réalité ils en ont fait environ un peu plus de 400, ont eu comme effet non pas un rejet de cet islam, une indignation, mais en fait l'inverse. C'est pas rien, passer en 4 ans de 4% à 33% de fanatisés. On peut aussi se poser la question, mais qu'en sera-t-il dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Exactement. Peut-être que ces gens deviendront majoritaires, en tout cas si la dynamique continue dans ce sens-là. L'islam, c'est une religion, mais c'est aussi un code civil. Hildegarde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, l'islam est une religion. Ceci étant dit, l'islam est une religion, mais c'est aussi plus qu'une religion, c'est aussi une culture. Comme tu viens de le mentionner, l'islam est une religion qui propose un code civil, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme. Dans les pays chrétiens, vous constatez qu'il y a des systèmes législatifs extrêmement différents, puisque le christianisme n'impose pas de code civil en tant que tel. Le christianisme est une orthodoxie, tandis que l'islam est une orthopraxie, ce qui est différent. L'orthodoxie veut dire que le cœur du christianisme, ce n'est pas une loi, ne sont pas des règles. Jésus est venu abolir la loi de Moïse, ou plutôt est venu la transfigurer, c'est plutôt ça le bon terme. Tandis que dans l'islam, cœur de la religion musulmane, c'est l'obéissance à la charia, la soumission à Dieu via l'application de la charia. Alors ensuite, bien évidemment, les musulmans vont nous dire que la charia, c'est pas ce que vous croyez, il y a plusieurs définitions de la charia, puis tous
les musulmans, tous les pays musulmans ne l'appliquent pas au même niveau. Il y en a qui l'appliquent intégralement, d'autres non. Certes, mais il n'empêche que l'islam impose un code civil religieux. Alors après, ça dépend. Effectivement, il y a des pays qui l'appliquent plus que d'autres, et dans des domaines et pas dans d'autres, tandis que certains l'appliquent intégralement. Mais il n'empêche que l'islam impose et charie avec lui tout un certain nombre de codes sociaux, comme par exemple les rapports hommes-femmes, qui sont très différents des rapports hommes-femmes français, européens, mais encore plus français, puisque la France est quand même la terre de la galanterie et de la courtoisie. L'amour courtois est né chez nous quand même, il faut le rappeler. C'est aussi une religion qui impose certains interdits alimentaires, ce qui là aussi est un petit peu compliqué concernant effectivement la compatibilité entre islam et France, puisque la France est la terre par excellence du vin. Donc si demain la France devient musulmane, ça va être un peu plus compliqué de faire rayonner le vin français dans le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Idem, le porc fait aussi intégrante partie de la culture française, et nous perdrons une partie de la gastronomie française avec l'implantation de plus en plus vigoureuse de l'islam sur notre sol. Ça se voit aussi avec le phénomène des prénoms. Quand on se convertit à l'islam, il est conseillé de prendre un prénom musulman, c'est-à-dire un prénom arabe. Et c'est là effectivement où je comprends pas les musulmans d'origine maghrébine qui nous disent non, l'islam ça n'a rien à voir avec l'arabité, les Indonésiens, etc. C'est le pays le plus musulman du monde. Seulement 20% des musulmans dans le monde sont arabes. Oui, mais enfin vous nous aidez pas non plus à faire la distinction entre les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que dans le christianisme, au contraire, vous pouvez avoir des Maria, des Marie et des Myriam. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez avoir des Ibrahim et des Moussa aussi, qui sont chrétiens. Et vous pouvez aussi avoir des Jean, des David, des Charles et aussi des Moussa. Voilà, ça c'est le christianisme. Et ça prouve aussi la supériorité du christianisme sur l'islam. C'est-à-dire que le christianisme ne charrie pas de culture. C'est la seule religion qui est délivrée de tout substrat culturel. Regardez par exemple les rites dans l'église. Vous avez des rites syrio-malabar par exemple qui sont présents en Inde, qui n'ont rien à voir, strictement rien à voir, avec le rite romain, le rite latin que nous avons en Europe occidentale. Et qui n'a lui-même rien à voir avec le rite byzantin qui est notamment présent en Russie et en Grèce. Tout cela prouve bien la supériorité du christianisme par rapport à l'islam, et prouve bien aussi que l'islam, en vérité, est une religion arabe. Ce n'est pas une religion universelle, contrairement au christianisme. C'est peut-être pour ça que, en fin de compte, l'islam ne s'implantera jamais totalement en France, ou que les Français, en tout cas, n'accepteront jamais totalement l'islam, parce que l'islam n'arrive pas à se détacher de son arabité, en fin de compte. Exactement. Et que fondamentalement, le peuple historique qui se trouve sur ce territoire n'est pas arabe. Sur les prénoms, si l'on croise les travaux de Guilhuy et de Fourquet, on se rend compte que plus le temps passe, plus la proportion de musulmans qui va donner des prénoms français à leurs enfants diminue. C'est-à-dire que plus la proportion de musulmans est importante en France, plus ces gens donnent des prénoms arabes à leurs enfants. Donc de là, il est assez facile de comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire que à terme, une sécession, une partition du territoire, avec des gens qui ne respectent plus du tout les lois, qui ne s'identifient plus du tout au sol national, et donc en aucun cas, on peut considérer que la France puisse être considérée un jour comme un pays musulman. Peut-être que si l'islam avait su se détacher de son arabité, ça aurait pu fonctionner. Le problème, c'est que c'est consubstantiel à cette religion. Donc ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de philosophes continuent de nous vendre un islam de France. On vient de le démontrer, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Hildegarde, as-tu un avis sur
l'islam de France? Alors oui, l'islam de France, c'est une façon d'éluder le problème sans forcément le régler. C'est-à-dire que l'islam de France est impossible, puisque islam et France ne sont pas compatibles. Comme nous venons de le dire, l'islam charrie une culture arabe, et la France n'est pas de culture arabe. Même tout l'Occident. Tout l'Occident, de manière générale, n'est pas arabe. Donc l'islam de France, de toute façon, ça ne marche pas, et même les musulmans les plus modérés, entre guillemets, rejettent ce terme. Ils ne veulent pas d'islam modéré, ils ne veulent pas d'islam de France, ils veulent un islam tout court. Donc tout ça, pour vous dire, regardez par exemple la manière dont est traité l'imam Chalgoumi, par exemple, qui est constitué aussi bien par les salafs que par les musulmans plus ou moins modérés. Pour vous dire que ça ne marche pas. En fait, ce qu'essaye de faire la République avec l'islam de France, c'est ce qu'elle a essayé de faire avec les catholiques. Sauf que le catholicisme et l'islam n'ont pas du tout les mêmes structures, puisque la République n'arrivera jamais à avoir d'emprise sur l'islam, puisque l'islam est une religion qui n'a pas de clergé, en tout cas pour l'islam sunnite qui est majoritaire en France. Donc ça va être un petit peu compliqué de prendre en charge et d'essayer de contrôler l'islam. Ça va être un petit peu compliqué. Vu que ce soit Bilal Hassani ou Chalgoumi, c'est vrai que c'est peut-être difficile à passer aussi. C'est assez humiliant pour beaucoup de monde. Je pense aussi. Néanmoins, je pense aussi à des personnes comme Malek Chebel, par exemple, qui était loin d'être un idiot et qui lui-même aussi conspué par beaucoup de musulmans, qui promouvait l'islam des Lumières. C'est lui qui a inventé cette expression-là. Donc, on voit que effectivement les musulmans n'en veulent pas, et je pense que les Français n'en veulent pas non plus majoritairement. Comment dire, il y a une négation des deux côtés, c'est-à-dire que les authentiques Français enracinés n'en veulent pas, puisque ils ne veulent pas d'implantation de l'islam sur leur sol, ce qui est tout à fait normal, et les musulmans n'en veulent pas non plus. Donc l'islam de France ne marche pas et est rejeté des deux côtés. Donc à partir de là, c'est terminé. Ça serait pas finalement un vœu pieux de vouloir se réconcilier avec un envahisseur objectif? Ça reviendrait à diaboliser les gens qui veulent juste défendre leur peuple, leur pays, notamment en pratiquant le discrédit par association, vieille méthode communiste. Si vous osez l'ouvrir, vous êtes un sioniste, vous défendez votre identité, vous êtes un suprémaciste. Cette impasse, on la voit tous les jours, alors peut-être un peu moins sur Internet, il suffit de sortir dehors pour se rendre compte qu'effectivement, le djihad à la petite semaine, les coups de couteau au coin de la rue, les chiffres qui sont difficiles à trouver parce qu'effectivement, la chirurgie a fait beaucoup de progrès. Seulement 400 morts. Peut-être que si ça avait eu lieu 50 ans en arrière, on aurait des chiffres très différents. Hildegarde. Peut-on dire aujourd'hui que vouloir se réconcilier avec un envahisseur objectif s'apparente à de la collaboration ? Tout à fait. Et c'est là aussi où on voit, l'impasse de la gauche qui collabore avec l'islam, qui le fait soit par idéologie, donc c'est-à-dire par idéologie, donc c'est-à-dire de manière assez naïve, c'est-à-dire qu'elle met tout le monde sur le même niveau. Il faut accepter les musulmans aussi bien qu'on accepte les catholiques, les LGBT et tout ça. Donc elle le fait par idéologie égalitariste, soit elle le fait par compromission, ce qui est peut-être pire, c'est-à-dire qu'elle est complètement lucide sur la situation, mais par électoralisme, par clientélisme, elle maintient toutes ses positions pro-islam, pro-immigration. On peut aussi dire que la gauche, depuis la Troisième République, a toujours été pacifiste. C'est peut-être aussi ce qu'il a définit aujourd'hui la collaboration avec un envahisseur, avec le plus fort. Tout à fait. La gauche, les communistes se sont engagés auprès de la France libre qu'à partir du moment où l'URSS est entrée en guerre contre l'Allemagne nazie. En réalité, la collaboration n'est pas du tout le fruit de l'extrême droite, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. C'est le fruit et même l'ADN de la gauche depuis au moins la Troisième République. Il n'y a qu'à regarder aussi le profil des personnes qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres en 1940. C'était pour la plupart des royalistes issus de l'Action française. Pour la plupart aussi, il y en avait même certains qui étaient même antisémites et qui s'étaient engagés auprès du général de Gaulle parce qu'ils étaient germanophobes aussi. Enfin, regardez le profil des premiers résistants, ça n'a rien à voir avec les Jean Moulin et les Lucie Aubrac qu'on vous vend à tour de bras à l'Éducation nationale et dans les médias. Voilà. Donc juste pour être clair. Donc effectivement, la collaboration est consubstantielle à la gauche, alors que ça n'a pas toujours été. Enfin, regardez la manière dont la gauche traitait les Vendéens pendant la Révolution française. On est loin de la gentille gauche aujourd'hui toute ragaillardie devant l'islam. Mais c'est toujours contre leur propre peuple. C'est ça. Oui, c'est marrant. Hein. Ça a commencé avec la République et aujourd'hui ça finit avec la dimitude marxiste. Exactement, tout à fait. Ceci étant, on peut toujours avoir des amis musulmans, noirs, arabes, asiatiques, de toutes les couleurs, de tous les genres. Il faut bien différencier la masse de l'individu. C'est ce que saint Thomas d'Aquin nous apprend dans l'ordre de la charité.
Il explique bien qu'en fin de compte, la charité fonctionne par cercle concentrique. Ça commence d'abord par la famille, ensuite par les amis, ensuite par les frères d'armes, les concitoyens. De la même manière, si vous aimez davantage des enfants qui ne sont pas les vôtres, vous allez détruire vos propres enfants. Si on ne respecte pas l'ordre de la charité, on détruit sa propre substance. Tout à fait. Sauf en fonction de ce que chaque personne a de propre en elle-même. Si vous avez des parents qui ne vous ont pas élevé, ont été violents, que la personne qui vous a élevé est d'un autre groupe, cette personne peut passer avant vos liens du sang, parce que c'est ce qu'elle a de propre en elle-même qui fait qu'elle peut passer en avant. Hildegarde, un commentaire sur la différenciation entre le groupe et l'individu. Celui qui n'aime pas les siens est pire qu'un infidèle. Ça, c'est pas Maurice Barrès qui le dit, c'est le grand Saint Paul. Je le mentionne effectivement pour les catholiques à tendance immigrationniste. Non, le christianisme ne condamne pas en tant que tel la défense de son peuple, bien au contraire, et n'interdit pas non plus d'avoir une politique migratoire raisonnée. Il me paraît important, comme tu l'as dit, il faut effectivement bien distinguer la masse de l'individu. À notre petit niveau, on ne peut rien faire contre l'immigration. Ce sont des choses qui se règlent au niveau politique, au niveau national. C'est pour ça, par exemple, qu'il est complètement absurde de prétendre lutter contre l'islam en arrachant le foulard d'une femme voilée. Puis déjà, premièrement, vous décrédibilisez complètement la cause puisque vous faites passer notre milieu, les idées qu'on défend pour des idées complètement violentes et agressives, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes mus par l'amour. Nous sommes mus par l'amour de notre peuple, de nos racines et de notre culture. Nous ne sommes pas mus par la haine. Ça, c'est une chose aussi que j'aimerais bien, marteler auprès des personnes qui sont auprès des faf un peu débiles, qui font des raccourcis. Fanatiques. Exactement. Dans cette conscience des siens, on parle de quoi exactement ? On parle de culte, de culture, d'ethnie. Jusqu'où ça va ? C'est un peu compliqué puisque la France n'est pas une race. Ce n'est pas une race, elle est mieux qu'une race, c'est une nation. Comme le dirait la formule bien connue chez certains des auditeurs qui vont nous écouter. Certains pourront rétorquer que c'est lié, puisque la nation, l'étymologie du mot nation, c'est naissance. Mais bon. Exactement. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de race française, objectivement. T'as des ethnies qui forment une race française, mais oui, c'est ça. Tu vois, la France, elle est germaine, celte et latine, tu vois. En fait, le problème du mot race, c'est qu'il y a plein de définitions du mot. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de définition, disons, scientifique ou biologique du mot race. Jusqu'alors, la définition du mot race, c'était la lignée. La lignée. Donc on peut parler de race familiale. De race royale, par exemple, la race capétienne. Exactement, de race d'idiots aussi. Aujourd'hui, la science a fait des progrès et effectivement, l'étude des haplogroupes, qui est totalement interdite en France, démontre l'existence de races biologiques. Ceci étant, est-il légitime aujourd'hui d'avoir une conscience raciale, ethnique en France ? Tout à fait. C'est légitime, d'autant plus que c'est humain. C'est-à-dire qu'on nous vend, surtout à gauche, que le racisme est inhumain. C'est tout le contraire, le racisme entre guillemets, puisque le racisme historiquement ça postule l'existence de races et de supériorité de certaines races par rapport à d'autres. Là je le prends de façon détournée avec le sens que ça a pris aujourd'hui quand je parle de racisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une conscience raciale et de vouloir vivre avec des gens qui nous ressemblent et de vouloir perpétuer cette race. Voilà. C'est dans l'ordre de la charité finalement. Exactement, et c'est humain, c'est-à-dire que c'est tout à fait humain de vouloir vivre avec des personnes qui vous ressemblent. Ça n'a rien d'inhumain, bien au contraire, c'est l'inverse de nous faire croire que le vivre ensemble existe et qu'il peut être harmonieux sans aucun accrochage. C'est ça qui est inhumain. C'est l'idéologie qui est inhumaine en fin de compte. Exactement, c'est l'idéologie antiraciste et vivre ensembliste et immigrationniste qui est inhumaine. Ce n'est pas le racisme. Le fait de vouloir vivre avec des gens qui vous ressemblent n'a rien de raciste. Et on le voit d'ailleurs, les personnes qui sont racisées, entre guillemets, reproduisent ce qu'elles-mêmes dénoncent. Par exemple, les ghettos qui sont en banlieue, par exemple, ne sont pas organisés par l'État. On parle souvent de racisme d'État. Oui, c'est la faute de l'État s'il y a des ghettos en banlieue. Ce n'est pas vrai. Quand les premières vagues d'immigration extra-européennes sont venues en Europe et sont venues en France particulièrement, les cités dans lesquelles elles venaient étaient majoritairement blanches. Et si elles ne sont plus blanches aujourd'hui et qu'il n'y a plus de vivre ensemble aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de races blanches et de races arabes et noires qui cohabitent ensemble, c'est pas par le fait de ghettoisation de l'État
intentionnel. C'est les Blancs qui s'en vont parce que c'est devenu inhumain et c'est devenu invivable. On appelle ça le white fly. Exactement. C'est-à-dire que le vivre ensemble s'est transformé en vivre à part. Exactement. La ghettoisation n'est pas organisée, elle est organique. C'est un fait. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs, et c'est là où je diverge avec les FAF un peu droitards, que je ne condamne pas en tant que tel ce qu'on appelle les camps d'été des coloniaux où les blancs sont interdits. Parce qu'en fait c'est normal. C'est normal d'être entre personnes noires, c'est normal d'être entre personnes qui expérimentent des mêmes choses en fonction de leur couleur de peau, qui sont liées à leur couleur de peau. Ce qui est pas normal en revanche, c'est que effectivement ça se passe en France, c'est ça qui n'est pas normal, mais en tant que tel, le fait de vouloir être entre noirs est complètement normal. Ça n'a rien d'inhumain. C'est humain en fait de vivre entre communautés qui se ressemblent et entre communautés culturelles unies autour d'un culte. Culte et culture, ça va ensemble. C'est la culture s'agrège autour d'un culte. Donc tout ça est normal. Toutes les communautés traditionnelles que vous regardez dans l'histoire, dans toute l'histoire humaine, les communautés se sont toujours regroupées entre elles en fonction de critères ethniques, raciaux, culturels et religieux. C'est un fait. Pour revenir sur le voile rapidement, effectivement, c'est lié. On le voit, les femmes voilées, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est un code vestimentaire. Qui n'est pas français. Qui n'est pas français, mais qui est un signal pour dire je suis réservé aux musulmans. Tout à fait. En fin de compte, c'est ça. On pourrait aussi dire que lier le sexe à la pudeur, parce qu'on nous dit que c'est un voile de pudeur, revient à dire que le corps de la femme n'est qu'un outil du désir. C'est assumer que les femmes ne sont que des morceaux de chair et que le monde arabo-musulman est plein de pervers incapables de se comporter normalement. Effectivement, en Occident, c'est pas du tout notre conception. Et surtout pas en France, comme je l'ai dit, terre de galanterie et de courtoisie. Lorsqu'on regarde ce qui fait concrètement avancer l'islam politique en France, on a l'organisation du CCIF qui s'est autodissoute pour se métamorphoser en une nouvelle association qui s'appelle les musulmans. Je ferai remarquer que dans son conseil scientifique, une certaine Valérie Amirault y siège et qu'elle est aussi membre du conseil consultatif de l'Open Society Foundation, ONG dirigée par le milliardaire américano-hongrois George Soros.
pour laquelle elle a rédigé un rapport sur les Parisiens musulmans, publié en 2011 dans le cadre du projet At Home in Europe. Donc on voit tout de même que derrière cet islam politique, il n'y a pas que des musulmans. Il y a aussi des pharisiens, pour le dire comme ça. Donc il ne s'agit pas d'accabler en aucune façon les musulmans. Ils y sont pour rien, ils sont là et ils sont instrumentalisés par un projet bien plus grand et bien plus vaste. Et dans cette guerre, finalement, qui est faite envers tous les peuples du monde, y compris les musulmans. Par moments, nous pouvons nous associer. Avoir des alliances objectives. Contre les mêmes ennemis. Un mot sur les triangulations qui sont à l'œuvre. Effectivement, oui, c'est là où ça rejoint effectivement ce qu'on s'était dit précédemment, à savoir qu'il faut bien différencier la masse de l'individu. Le musulman qui est là en France est instrumentalisé de toutes parts, fait partie d'un projet plus vaste de destruction des peuples et des nations. Dans un espèce de magma mondialisé, avec une religion, pourquoi pas, syncrétique, effectivement. Donc tout ça. Donc c'est là effectivement où aussi il faut faire prendre conscience aux musulmans que vous êtes... En tout cas les musulmans qui sont en Occident, vous faites partie d'un mouvement, vous n'y êtes pour rien vous en tant que tel, mais vous faites partie d'un mouvement effectivement dans l'esprit de ces Soros, milliardaires, etc. Vous faites partie d'un mouvement qui détruit les peuples et qui est objectivement contre vous. Et c'est là aussi où effectivement c'est un peu bizarre il est étrange en tant que musulman de soutenir l'implantation, votre implantation en terre de France. Si vous êtes en France ou en Occident, en Europe de manière générale, c'est que vous êtes là au nom de valeurs qui ne sont pas musulmanes. Vous êtes là parce que au nom de l'égalité, au nom de la tolérance, au nom du sans-frontiérisme, etc., qui ne sont pas des valeurs musulmanes. C'est-à-dire que si vous êtes là et si on vous tolère, c'est parce qu'on tolère aussi les LGBT, on tolère aussi tous les lobbies qui détruisent l'identité, qui détruisent la France. Exactement, et qui détruisent tous les peuples. Et je vais avoir une phrase un petit peu peut-être difficile à recevoir, j'en conçois, mais je le conçois, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de musulmans en France sans acceptation des homosexuels, par exemple. Vous faites partie d'un même esprit, vous faites partie d'un même projet. C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est parce que aussi on accepte les LGBT. Si les LGBT sont là, c'est aussi parce qu'on accepte les gauchistes, les musulmans, etc. Et d'ailleurs, on voit bien la convergence des luttes. Quand il y avait une Julia transgenre qui s'était faite... lynchée par des musulmans lors d'une manif au nom de son idéologie, elle a dit non, il y a une alliance intersectionnelle avec eux, etc. L'intersectionnalité que beaucoup de musulmans rejettent, même la majorité d'ailleurs, puisqu'elle suppose l'union entre féministes, LGBT et musulmans, font partie d'un même mouvement qui vise à la destruction des peuples. Et ça, ce n'est pas du complot, puisqu'on retrouve toujours les mêmes noms derrière, dont le fameux Soros. Effectivement, on retrouve les Soros et compagnie, et on se rend compte de quoi ? C'est que la priorité, dans leur plan, c'est de détruire la chrétienté, c'est de détruire l'Occident. Quand on regarde l'histoire, ceux qui ont réussi le mieux à s'opposer à eux, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les chrétiens. Tout à fait. C'est eux qui leur ont fait le plus de mal, qui ont su les neutraliser. C'est pour ça qu'ils nous en veulent. Et donc c'est un message peut-être à donner aux musulmans. Leur objectif, c'est de faire en sorte que le peuple historique de France, après 200 ans de maçonnerie et de déchristianisation, finisse comme les Palestiniens. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est se servir de vous pour nous faire disparaître, nous déposséder. Nous déposséder, on le voit sur le plan économique, que ce soit via la privatisation des routes, des aéroports, de la Française des Jeux, mais aussi nous déposséder sur le plan culturel, cultuel, et même sur le plan identitaire. C'est pour ça qu'on a parlé d'ethnie, et même de race, un gros mot. Et tout ça va ensemble, en fait. Tout est lié. Tout est lié. C'est un projet global. Le grand reset, tout ça. Le grand reset, se servir de la laïcité pour tout détruire, et se servir des uns pour taper sur les autres. En fin de compte, si on regarde les statistiques, si l'on regarde les dynamiques, au-delà de la propagande, au-delà de ce que peuvent faire les Zemmour et autres, nous allons probablement, très probablement, d'ici une vingtaine d'années, à la guerre civile. Hildegarde, penses-tu que la guerre civile est aujourd'hui évitable ? Pas du tout. Pour une simple et bonne raison, c'est que
malgré, tout le lavage de cerveau médiatique à l'école, etc., à travers la culture, le cinéma, les Français sont extrêmement lucides sur la situation. Je parle pas des Français que vous voyez dans les médias, je parle des Français, des vrais Français que vous pouvez rencontrer dans la rue, avec qui vous pouvez discuter sur Internet, etc. Les Français sont extrêmement lucides sur la situation. Les propos sont pas du tout les mêmes en privé. Exactement. Et en vérité, les Français ne supportent plus l'immigration, les Français ne supportent plus l'implantation progressive de l'islam en France. Donc, je pense qu'effectivement, on va vers la guerre civile. J'aimerais aussi alerter les musulmans les plus modérés, entre guillemets, et les plus, conscients. Les plus conscients et les plus mus par la bonne volonté. J'aimerais rappeler quelque chose, et aussi même aux salafistes, pour savoir à qui ils ont affaire. Pour rappel, les Français, c'est le peuple qui a bouté les Anglais hors de France jusqu'au dernier, au XVe siècle. C'est le peuple qui s'est montré le plus impitoyable pendant les croisades. C'est le peuple qui a résisté à Verdun, à la boucherie de Verdun, comme c'est pas possible, qui a tenu tête face aux Allemands et aux Anglo-Saxons pendant les années 40 dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le peuple qui a soumis toute l'Europe, qui a mis à genoux l'Europe pendant les guerres napoléoniennes. C'est le peuple qui s'est battu avec une férocité impressionnante pendant les guerres d'Italie, la furie franque, la furie française, la furia francese dont parlent les Italiens, et c'est le peuple qui s'est battu contre des coalitions européennes d'une taille énorme au XVIIe siècle et qui les a tous envoyés valser. Donc pour vous dire que les Français, quand ils se réveilleront, ça va faire très 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 mal. Surtout que c'est un peuple qui n'a fait que de se battre. Oui, c'est l'un des peuples qui a fait le plus la guerre de toute l'histoire. Tout à fait, et qui a le plus gagné. Et qui a le ratio le plus important en victoire face aux défaites. Exactement. Donc nous avons un sang particulièrement vigoureux. Le peuple français est un peuple vigoureux. Et quand les Français vont se réveiller, alors ils se réveillent. Ils se réveillent. Il y a un réveil qui est lent mais qui est réel. Il suffit juste de prendre conscience de la gravité des choses, je pense. C'est ça qui va être l'élément déclencheur, et la convergence des forces. Et quand les Français vont prendre conscience effectivement de la fraternité raciale, culturelle qui prévaut sur toutes leurs idéologies politiques, etc., des uns et des autres, quand les Gaulois vont s'unir, ça va faire très 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 mal. Et là, il y aura plus de distinction entre bons et mauvais musulmans, entre noirs intégrés et noirs pas intégrés, etc. Il y aura plus de discrimination positive, si j'ai envie de le dire. Il y aura une guerre civile, mais encore plus qu'une guerre civile, je crains que nous allions vers une épuration. C'est ça qui va se passer. Et là, je le dis aussi en avertissement aux musulmans, aux musulmans et aux étrangers et aux non-autochtones, on va dire, aux halogènes les plus bons et les plus, qui ont le plus de bonne volonté et qui sont conscients de ça. Vous n'allez réveiller aussi vos coreligionnaires, faites attention parce que on va vers un carnage et on va pas vers une reconquista paisible, on va aller vers un carnage, je pense, qui va être très sanglant. La difficulté, c'est que les hommes de bonne volonté, on les empêche de s'organiser. On le voit, il y a Soros qui arrive avec des moyens illimités derrière, c'est très difficile, très difficile. L'exemple des Gilets jaunes le démontre très bien. À cela, je voudrais montrer aussi la limite du souverainisme qu'on nous vend. C'est-à-dire que dans la vision souverainiste, qui est encore motrice à droite, on nous dit que finalement, le peuple serait tourné contre ses élites, en laquelle s'incarne la puissance du capital. Nulle racine, nulle culture, nulle histoire commune ne semble nécessaire à la constitution du peuple en pouvoir politique. La souveraineté serait donc le point de départ de l'identité, et non un développement possible de celui-ci. Or, c'est exactement l'inverse. C'est l'identité qui, à terme, amène la souveraineté comme développement politique. Tout à fait. Dans cette approche structuraliste, on peut aussi dire que l'insécurité se développant, le chômage se développant, la dette des États, c'est-à-dire le recul de l'État régalien sur toutes ses prérogatives, l'écroulement des hôpitaux, la décadence généralisée, le coût de l'immigration amèneront à terme, effectivement, un écroulement total de l'État en tant que tel, de la République en tant que telle. Et une fois cet écroulement opéré, les Français se trouveront dos au mur. Dos au mur. Et dans ces conditions,
comme tu viens de nous le rappeler, l'histoire nous enseigne. La France est le pays qui détient le triste record des guerres civiles. Voilà. Je le rappelle aussi. Hein. C'est ce que l'histoire nous enseigne. C'est que dans ces conditions, nous pouvons aujourd'hui dire que soit la remigration est mise en place au plus vite, soit nous ou nos descendants participeront au nettoyage ethnique le plus total de toute l'histoire. Et qui en soi que je ne cautionne pas, c'est-à-dire que l'épuration ethnique, ça sera le dernier recours qui va être... C'est une horreur. C'est une horreur, mais c'est soit ça, soit la remigration. Et pour le bien des musulmans, c'est-à-dire que pour le bien des Français, aussi bien que des musulmans, c'est-à-dire que les musulmans vivront beaucoup mieux leur religion, leur spiritualité quand ils seront chez eux dans un pays musulman avec des structures musulmanes, de société, de convivialité, etc., et de culture musulmane. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour que les Français, dans l'état actuel, avec le lavage de cerveau, comme tu l'as dit, acceptent la remigration. Ceci étant, comment pourrait-on organiser une remigration la plus pacifique possible ? Le gros problème, c'est-à-dire que actuellement, effectivement, il y a eu par exemple des propositions pour, en ce sens, des propositions de loi pour restreindre le droit au regroupement familial, voire le supprimer. Mais à chaque fois, le pouvoir législatif a été retoqué par le pouvoir judiciaire, par le Conseil d'État notamment, ce que les Américains appellent le coup d'État des juges. Donc il faut sortir de l'état de droit, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui nous chapeaute. Aujourd'hui, nous sommes, soumis à un arsenal législatif et juridique extrêmement puissant qui empêche et qui entrave toute tentative de réforme législative, notamment d'un point de vue de l'immigration. Ce qu'il faudrait faire, c'est déjà, je pense, très concrètement, stopper l'immigration de manière complète, la suspendre complètement, on va dire sur une assez longue durée. Juste à temps qu'on retrouve, on va dire, une maîtrise plus ou moins importante des immigrés qui sont déjà présents sur le sol de France. Donc déjà, rien que ça aiderait déjà à soulager l'ambiance de guerre civile latente qui existe en France. En dehors, bien évidemment, des flux touristiques et estudiantins. Soyons clairs, on n'est pas fanatique non plus. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est revoir drastiquement le droit d'asile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'asile est considéré comme, dans les faits, comme une filière d'immigration bis. Ce qui n'est pas le cas. À l'origine, le droit d'asile est un droit politique, un droit accordé à des réfugiés politiques de manière extrêmement individuelle. Ce n'est pas un moyen d'accueillir des réfugiés économiques comme c'est le cas actuellement et des peuples. C'est-à-dire que normalement le droit d'asile est un droit accordé de façon extrêmement individuelle à des réfugiés politiques. Par exemple, on aurait pu accueillir Julian Assange, Edward Snowden sous cette égide-là.
Voilà. Donc ça déjà aussi supprimer, ou en tout cas, enfin pas supprimer le droit d'asile, mais le revoir en profondeur. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est suspendre tout titre de séjour donné aux immigrés qui sont là de manière légale et ne pas renouveler les cartes de séjour. Ça déjà, avec ça, on déverse de moitié les halogènes qui sont présents sur le territoire français. Ce qu'il faut aussi, concernant le droit d'asile, puisque il y a 80%, il me semble, de personnes qui demandent le droit d'asile, qui sont déboutées du droit d'asile, mais qui ne sont pas expulsées. C'est-à-dire que même si vous êtes débouté du droit d'asile en France, eh ben vous n'êtes pas expulsé puisque la police n'a pas les moyens de vérifier si vous êtes partie du peuple français. Donc c'est aussi redonner les moyens à la police de faire respecter la loi. Ça paraît complètement évident, mais en fait, il y a beaucoup de mesures de bon sens qui sont à notre portée et que nous ne faisons pas par manque de moyens, en fait. Pas forcément par idéologie aussi, hein. Parfois c'est par manque de moyens, tout simplement. Je pense aussi qu'il faut sortir, ou en tout cas renouveler. Ça va pas être possible, donc c'est pour ça que je le mentionne. Je pense qu'il faudra complètement sortir du traité des Nations Unies, de la Convention des Nations Unies sur les apatrides, puisque le fait est que les personnes djihadistes, les musulmans extrémistes, internés, etc. Je crois que la France l'a pas signé, hein. Alors en tout cas dans les faits, je crois qu'elle est signée mais elle est peut-être pas ratifiée. Mais dans les faits, la France n'a pas le droit de produire des apatrides parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Tout le système législatif européen qui fait que effectivement la France n'a pas les moyens d'appliquer cela. Mais à un moment donné, le jugement de la Cour européenne, on s'en fiche, ils vont pas envoyer les chars. Hein. Donc, s'ils nous envoient les chars, nous on a les bombes nucléaires, donc on a de quoi répondre. Il faut pas avoir peur des juges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes souverains sur notre sol. D'autant plus que le droit est la conséquence d'un rapport de force. Tout à fait. Et enfin, il faut aussi revoir la binationalité. C'est-à-dire qu'il faut supprimer toute binationalité en dehors de l'Union européenne. Et pourquoi pas déchoir de la nationalité les binationaux qui ne sont pas en communion nationale avec le peuple de France. Ça peut se voir notamment avec des condamnations judiciaires et ça peut se juger aussi en fonction de participation plus ou moins lointaine avec des organisations qui sont objectivement contre les intérêts de la France, que ce soit d'un point de vue national ou international. Je pense notamment à tout ce qui est loup-gris chez les Turcs, etc. Donc ça, si vous êtes franco-turc et que vous faites partie de ce genre d'organisation, dehors, tout de suite. Il n'y a pas 36 solutions. Et enfin aussi, supprimer le droit du sol complètement et passer par la naturalisation pour être français. Être français n'est pas un droit universel. C'est un privilège qui vous est accordé. C'est un honneur qui vous est accordé d'être français. Donc, supprimer le droit du sol aussi et passer par la naturalisation dont les conditions devraient être sensiblement durcies. Déjà, rien qu'avec ça, vous videz de moitié, voire de 3/4 tous les halogènes du peuple de France. Voilà. Donc c'est pas si compliqué que ça, on n'a pas besoin de les mettre sur des bateaux et c'est pas si compliqué que ça, il faut de la volonté et il faut aussi des moyens, ce dont manque la France aussi. De courage. Aussi, de volonté, de courage. La lâcheté de nos dirigeants est stupéfiante. Tout à fait. Ceci étant, l'Occident vit un hiver démographique. C'est pour ça qu'on accueille des migrants. Ça permet de compenser le déficit démographique, que ce soit pour financer les retraites, les hôpitaux, les acquis sociaux. Même si, effectivement, cette immigration nous coûte beaucoup d'argent, c'est le prérequis pour que les banques nous prêtent. Donc, si demain, on stoppe l'immigration, l'État est en faillite et ne pourra plus emprunter. Tout à fait. Et on remercie aussi les écologistes les écologistes radicaux, parce que moi je me considère comme écologiste, mais les écologistes un peu borderline, qui disent que faire des enfants, c'est condamner la planète. On vous remercie, les gars. Si l'État est en faillite et que tous ces systèmes sociaux s'écroulent, là aussi, les Français seront dos au mur et nous allons à la guerre civile. Donc en fin de compte, parler debout, ça va être très très compliqué. On l'a vu, l'islam de France est une impasse. Tout à fait. Ceci étant, il y a quand même des gens de bonne volonté partout. On le voit, il y a beaucoup de musulmans de bonne volonté en France, de gens intelligents. Le problème actuel, c'est l'impossibilité de s'organiser. Hildegarde, est-ce que le néopaganisme te semble une bonne réponse des Européens, des Occidentaux, face au péril islamique ? Pas du tout. Alors c'est vrai que j'entends déjà les néo-païens venir me dire oui, mais le christianisme, l'islam et le judaïsme, c'est la même pourriture abrahamique, etc. Ça n'a rien à faire en France, religion du désert, etc. Donc ça c'est le sempiternel refrain que nous sortent les néo-païens qui ne sont pas du tout cultivés sur ce qu'est le christianisme, ce qu'est l'islam et ce qu'est le judaïsme. On remercie la nouvelle droite.
n'est-ce pas? Et puis les personnes comme Alain de Benoît qui sont objectivement des alliés des musulmans, donc ça c'est aussi marrant de le mentionner. Et qui a voté Mélenchon. Exactement, donc voilà, pour refaire un petit peu le tableau, effectivement le néopaganisme ne sera pas une réponse face à l'islam. Pourquoi? Parce que s'il y a une seule religion, un seul système de croyance qui a donné aux Européens la conscience d'être des Européens, qui a uni, qui a cimenté la race blanche pendant 1500 ans, c'est bien le christianisme. Je vais vous dire quelque chose que je pense profondément et qui est, à mon avis, profondément vrai. Il n'y aurait pas eu de victoire des Européens à l'épante sans christianisme. C'est le christianisme qui a donné la conscience aux Européens d'être plus que seulement des nationaux. C'est la religion chrétienne qui a donné conscience aux Européens de faire partie d'un même espace civilisationnel. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les guerres de Romains contre les barbares, etc. Une fois que le christianisme est arrivé, le christianisme a aboli complètement le faux rideau de fer entre Romains, gréco-romains et barbares qui séparait la race blanche en deux. Le christianisme a aboli cette frontière-là. C'est Rome, c'est le rôle de Rome. C'est le rôle de Rome, de la Rome chrétienne, lors de son passage de l'exogamie à la monogamie, en fin de compte. Et donc, il m'apparaît, risible de faire du néopaganisme l'étendard de notre civilisation et la bonne réponse à donner face à l'islam, puisque le christianisme est de toute façon la religion. C'est la religion qui annule le judaïsme, le christianisme. Et une religion qui annule le judaïsme, c'est une religion qui a tous les moyens, et beaucoup plus les moyens que les religions néo-païennes, pour faire face à l'islam, qui est un judaïsme pour les goïs, hein, je le rappelle. Donc voilà, donc c'est l'impasse du néopaganisme, encore une fois, je pense, mériterait une émission tout entière. Mais si on veut faire court, le néopaganisme n'est en rien une solution face aux dangers et aux périls que représente l'islam pour l'Europe. Même si on peut comprendre ce besoin chez les jeunes. Quand on regarde l'Église catholique, effectivement, aujourd'hui, on peut comprendre. C'est une catastrophe. Il y a un sacré nettoyage à faire. Partout. Partout. Pour terminer cette émission, un message d'espérance, quelque chose de positif. Hildegarde, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos auditeurs à ce propos ? Je crois au peuple français. Je crois au peuple gaulois. Je ne me fais aucun souci. On n'arrivera pas à faire taire le coq gaulois. Là, j'aimerais aussi rappeler les heures sombres qu'ont traversé la France. Je parle pas des années 40, je parle du 15e siècle. La France occupée à moitié par les Anglais. Je parle de la France confrontée aux guerres de religion au 16e siècle. Je parle même de la Gaule qui, avant l'arrivée de Clovis, était divisée entre Burgondes, Wisigoths et Romains. Que Clovis et les Francs ont réunifié. Il me semble que la France est jonchée de malheurs exemplaires, pour paraphraser un certain général, mais qui fait la grandeur de notre nation, et je ne me fais aucun souci pour le peuple français qui va se réveiller, qui se réveillera et qui sera à l'avant-garde de l'histoire comme d'habitude. C'est-à-dire que la France montre toujours la voie. À la suite de la France, tous les peuples européens se réveilleront. Merci Hildegarde. Merci NVV. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à partager et à liker. Un petit commentaire nous fera aussi très plaisir. À très bientôt. À très bientôt.